Salut ces gens, bienvenue chez moi, bienvenue donc dans on est dans mon studio là de podcasting là qui est mis sur une table à roulettes que j'ai repris, que j'utilise du coup pour enregistrer cette formation parce que on y est mieux que tous les autres endroits finalement que j'ai à ma disposition. Et puis on a un meilleur son, donc on va faire ça là. Et aujourd'hui on va créer un produit fascinant, une offre fascinante. Enfin on va partir d'un produit existant que tu as déjà et qui fascine pas beaucoup ou bien autour duquel tu es obligé vraiment de pousser, c'est-à-dire d'amener un argumentaire un peu fort, un peu violent parfois, peut-être qu'il colle pas vraiment avec la personnalité que tu montres dans tes autres contenus, peut-être que simplement tu n'arrives pas à le vendre ce produit et qu'il y a peut-être un manque dans ce produit, dans ce service ou dans la façon dont il est présenté aux gens, dans la façon dont il est expliqué, dans la façon dont il est mis sur la table. Tu vas le voir et tu vas le comprendre, c'est la chose la plus importante. Le plus important, c'est pas finalement l'argumentaire. L'argumentaire, c'est souvent le plus difficile. C'est bien d'avoir un bon argumentaire de vente, on en parlait dans la vidéo de présentation. Simplement, c'est souvent la chose la plus difficile, et plus on part d'un produit qui est difficile à vendre, plus on part d'un produit qui correspond pas au désir des gens ou qui fait pas rêver les gens, plus ça va être difficile de les convaincre dans un argumentaire. Et tu sais, je prenais cet exemple-là dans la vidéo de présentation et on va commencer par ça pour pouvoir dérouler à partir de cet exemple-là, parce que je pense que c'est l'exemple le plus parlant. C'est que on peut imaginer par exemple que toi tu t'intéresses à la cuisine et que tu pars d'un ingrédient qui est pas bon, c'est-à-dire le seul ingrédient que tu as à ta disposition, c'est un ingrédient qui est avarié ou qui est vraiment de très très mauvaise qualité, et tu te mets à faire une super recette avec cet ingrédient. C'est-à-dire tu te mets à faire vraiment une super belle recette ou bien à embaucher un chef connu pour cuisiner cet ingrédient. La recette, elle va être appliquée à la lettre ou la recette, elle va être phénoménale. Le problème, c'est que le produit fini, il va pas intéresser les gens parce qu'on est parti d'un produit de base ou d'une matière de base, d'un matériau de base qui n'était pas de bonne qualité ou qui était avarié. Et on fait souvent un peu la même chose quand on crée des produits ou des services ou quand on les présente, c'est-à-dire que on part souvent d'un concept sur lequel on a passé vraiment pas, on a même pas passé de temps à réfléchir au concept sérieusement. On a juste dit ok, moi je vais lancer ça parce que ça je sais comment le faire, ou bien je vais lancer ça parce que tout le monde le fait, tu vois, tout le monde a plus ou moins un produit, un service ou une offre comme ça, donc moi je vais faire à peu près la même chose. Et puis après je vais essayer de me renseigner sur savoir comment vendre ça, donc je vais trouver des structures de vidéos de vente ou de pages de vente et puis je vais créer quelque chose autour de ça. Le souci c'est que si tu es parti d'un produit, en l'occurrence pour la recette de cuisine qui était avariée ou qui n'était pas de bonne qualité, ou bien d'un concept qui en lui-même n'arrive pas à faire vibrer les gens, alors à créer du désir, à créer vraiment de l'envie chez les gens en face de toi, tu vas avoir beaucoup plus de mal à rattraper le truc dans ton argumentaire, et parfois ça va juste être à la limite de l'impossible, simplement parce que tu es parti même avec la meilleure recette, comme je te le disais. C'est parlant comme exemple, c'est pour ça que je voulais commencer par ça. Mais même avec la meilleure des recettes, tu n'arriveras pas à rattraper un ingrédient qui est avarié. Le souci, c'est que c'est beaucoup plus difficile de vendre si tu n'as pas fait un travail préalable sur le concept. Si tu n'as pas fait un travail préalable sur qu'est-ce qu'il faudrait présenter, ou quelle serait, en un mot, la description de mon produit. Quel est le grand concept, la grande idée derrière mon produit qui puisse vraiment fasciner les gens, c'est-à-dire susciter vraiment du désir. Tu le sais, il y en a plein des produits comme ça. Il y a certains produits, c'était probablement arrivé plein de fois de tomber sur un produit comme ça. Tu comprends le concept du produit et d'un coup, tac, tu le veux. Tu sais que tu le veux. Ça arrive pour des produits, des gadgets, des trucs électroniques, mais ça arrive aussi pour des produits qui sont construits autour d'idées. Ça arrive notamment pour des livres. Moi, ça m'arrive souvent d'acheter un livre quand je comprends le concept. J'ai pas besoin de lire les premières pages, j'ai pas besoin de lire la dernière de couverture, et souvent ce concept-là il est exprimé dans le titre. Et parfois tu as un concept, tu as un titre que tu lis, duquel tu prends connaissance et tu sais instantanément que tu le veux. Et finalement, s'il y a un argumentaire, s'il y a une dernière de couverture ou si tu lis quelques pages, ça va juste être pour avoir un aperçu de ce que tu vas avoir après, mais tu sais déjà que tu en as envie, tu sais déjà que tu le veux. Et on peut le faire aussi quand on crée des produits du type formation, on peut le faire quand on crée des services de type, je sais pas quel service tu proposes. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent qui proposent des services par exemple de coaching ou bien de prestations, de choses qu'ils font pour les clients. Tu peux faire exactement la même chose. Simplement regarde la disproportion entre le temps qu'on passe à préparer un argumentaire de vente, à préparer même des éléments graphiques pour un produit. Tu sais, je sais pas, le titre, le logo d'un produit, le packaging si on fait un produit physique, la page de présentation, faire une jolie vidéo pour présenter tout ça. On met beaucoup d'efforts, on met beaucoup de temps souvent sur ces choses-là. Et finalement, sur le concept en lui-même, on met souvent très très peu de temps.
C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont créer des produits simplement parce qu'il y en a d'autres qui les ont créés avant, parce qu'il y a plein de gens qui ont créé à peu près le même produit avant et qui vont pas réfléchir plus loin. Et moi, je voudrais te montrer qu'il y a toute une démarche derrière qu'on peut appliquer. Il y a toute une méthodologie qu'on peut appliquer, de la même façon qu'on a une méthodologie pour créer un argumentaire, de la même façon qu'on a une méthodologie peut-être, je sais pas, pour créer du contenu, des vidéos, des choses comme ça, pour trouver des sujets ou pour les structurer. On peut utiliser une bonne méthodologie, une méthodologie qui fonctionne pour développer des concepts qui font rêver les gens, qui les fascinent. Ça veut pas dire les faire rêver, tu vois, que le gars il est comme ça. Ça veut juste dire qu'il en a envie dès qu'il a connaissance du... En fait, c'est ça notre objectif, c'est ça. C'est que dès que la personne en face de toi ait connaissance du concept du truc, souvent ça passe par le titre, mais pas toujours. C'est pas forcément le titre. On n'est pas en train de faire une formation sur comment faire des titres de formation. Parce que le titre, finalement, c'est vraiment pas le plus important. Le titre, c'est ce qui... souvent, le titre, il est là pour attirer les gens sur les premières minutes de la vidéo de présentation, pour attirer les gens vers le premier paragraphe de la page de présentation du produit. C'est-à-dire que le titre, souvent, c'est le point d'entrée avant de présenter vraiment ce qu'est le produit. Donc du coup, on va essayer davantage souvent, si vraiment on veut faire les choses bien, de travailler sur l'aspect curiosité et mystère dans le titre de notre produit, pour que les gens, quand ils le voient dans un mailing ou quand ils le voient dans une vidéo ou autre, ils aient envie de cliquer. Mais dès qu'on va expliquer ce que c'est que notre produit, il faut absolument qu'on ait, surtout si tu as peu de produits, tu vois, moi je me permets de faire des choses, moi j'en fais toutes les semaines, donc c'est des formations, c'est pas, tu vois, c'est pas un gros truc que je fais une fois par an, c'est des formations que je fais toutes les semaines, donc on est beaucoup plus posé. Maintenant, quelqu'un qui a un produit, 2 produits, 3 produits, 5 produits, même 10 produits, tu vois, qui a un petit catalogue comme ça, il est obligé de bien faire les choses. Enfin, l'idée c'est ça, c'est de capitaliser au maximum sur les concepts, c'est-à-dire de faire en sorte d'avoir des idées de produits ou des trucs qui, tu vois, un truc qui se passe derrière ton produit, qui représente, enfin, l'idée de ton produit, le concept de ton produit, ce que fait ton produit, ce que ça permet de réaliser. Il faut absolument que les gens le veuillent. C'est-à-dire, dès qu'on voit le truc, on a envie de l'avoir. Ça devrait être autosuffisant, si tu veux. Le concept devrait être autosuffisant. Et si tu as un concept autosuffisant et que derrière, tu as encore un très bon argumentaire, qu'est-ce qui va se passer? Si tu as suivi notamment mes formations sur la création d'argumentaires de vente, de vidéos de vente et tout, le concept est déjà autosuffisant. Donc, l'argumentaire vient juste appuyer tout ça. L'argumentaire, c'est juste un plus. C'est un truc, tu vois, c'est juste un truc au cas où, c'est un truc qui va renforcer encore les résultats du concept. Et le truc pourtant, c'est que ça demande vraiment beaucoup moins de travail finalement, de trouver un bon concept, et c'est souvent un travail beaucoup plus agréable, enfin pour la plupart des gens je pense. Moi j'aime bien travailler sur des schémas d'argumentaire parce que je suis un peu un geek de ces trucs là, mais c'est mon, tu vois, c'est mon truc à moi. Je sais qu'il y a plein de gens, c'est vraiment pas leur délire, et du coup c'est quand même beaucoup plus intéressant de travailler à développer un concept que de travailler sur un argumentaire, de travailler sur des arguments, sur des preuves. C'est quand même beaucoup plus, tu vois, parce que c'est là, c'est le cœur de ton métier finalement, de trouver des concepts, si tu fais un peu le même métier que moi ou si tu travailles sur du contenu. Donc l'idée c'est ça, c'est que c'est beaucoup plus difficile de vendre finalement si tu n'as pas fait le travail sur le concept avant, parce que tu vas devoir rattraper tous les manques du concept dans ton argumentaire. C'est-à-dire que ton argumentaire va être encore beaucoup plus difficile à faire si tu n'as pas un bon concept. Ton argumentaire, il va être obligé de recoller les trous ou de remettre des morceaux là où il en manque, et du coup, tu risques de te retrouver aussi dans une situation dans laquelle, tu vois, enfin, c'est difficile de rendre un truc intéressant alors que ça l'est pas à la base. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on va utiliser pour ça ce qu'on appelle depuis Eugene Schwartz, donc qui était un génie de la tu vois, c'était un gars, moi j'ai beaucoup appris de lui, c'est vintage comme truc, tu vois, c'est des vieux trucs. Il y avait un bouquin qui s'appelle Breakthrough Advertising, qui est quasiment introuvable aujourd'hui, dans lesquels tu as toute la base du marketing direct et qui était utilisée à l'époque par des gens qui étaient indépendants, souvent un peu comme toi et moi, et qui développaient des produits, qui créaient des produits, qui vendaient avec ce qu'on appelait des lettres de vente, tu sais, à l'époque, ou des sales letters en anglais. Moi, j'ai beaucoup appris de tout ce monde-là, qui est un peu mort maintenant. Enfin, c'est des trucs un peu vintage. Ce qu'il y a, c'est que derrière, les désirs humains sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que tout ce qu'on a pu apprendre, aujourd'hui, plus personne s'intéresse à ça. C'est-à-dire, il y a très peu de gens qui vont te parler de persuasion, comment trouver un concept qui fascine les gens, comment, tu vois, on est plus sur avoir une jolie image, sur raconter des trucs sympas, mais on est beaucoup moins, enfin, il y a eu toute une période où il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus, sur l'architecture de la persuasion, et c'était davantage à la grande époque du marketing direct, et finalement, même si dans les faits, enfin, si tu veux, dans les formats ou dans les choses qu'on peut voir, ça fait un peu vieillot, ou ça fait un peu passé,
c'est les désirs humains, ils n'ont pas changé. C'est-à-dire que tout ce qui concerne la psychologie dans ces vieilles choses-là, ça n'a pas changé. Et il y avait une chose que Gene Schwartz disait, il avait basé la plupart de son travail dessus, c'était ce qu'il appelait le channeling. Le channeling, ça veut dire, on pourrait traduire ça en français par canalisation, tu vois, enfin pas les canalisations de toilettes, mais canalisation de canaliser. Canaliser, ça veut dire raccorder un truc sur un, tu vois, ça veut dire faire comme ça, quoi, au lieu que ça parte dans tous les sens. Et souvent, nous, on a des arguments, on a des raisons pour lesquelles les gens devraient être intéressés par notre produit qui partent vraiment dans tous les sens. On leur dit, ouais, regarde, c'est pas cher, regarde, ça fait ceci, regarde, ça fait cela, sans réfléchir derrière si est-ce que les arguments qu'on sort ou est-ce que les choses, les avantages ou les points positifs du produit, les bénéfices du produit, ce sont vraiment des choses que les gens veulent. Est-ce que c'était vraiment un désir de la personne en face de nous ou pas? Et si tu veux, le channeling, ça consiste à faire quoi? Ça consiste à partir de l'inverse du point duquel la plupart des gens partent. La plupart des gens qui veulent vendre un produit vont le vendre de façon défensive. On en parlait dans la vidéo de présentation. Le vendre de façon défensive, c'est quoi? Ça veut dire que tu pars de ton produit. Par exemple, si je veux te vendre ce truc-là, je vais partir de ça. C'est-à-dire que on me donne ce truc-là où je décide un beau jour de vendre ce casque. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de voir tous les points positifs de ce casque-là et je vais dire à la personne en face de moi, regarde, le casque il est bien, il y a un bon son, il y a un joli truc là en cuir là, il y a ceci, il y a un câble comme ça, c'est super, c'est vraiment bien. Le problème, c'est que tous les arguments que j'ai sortis, peut-être ça intéresse pas du tout la personne en face de moi. Du coup, je suis obligé d'être un peu défensif, c'est-à-dire, tu vois, j'assume que, je présuppose que la personne en face de moi ne veut pas le casque, et je vais essayer de trouver des arguments, tu vois, pour lui donner pour pousser, pour qu'elle ait envie d'acheter le casque. Le problème, c'est que c'est complètement débile, comme façon de travailler, à partir du moment où tu comprends qu'on peut faire l'inverse. C'est-à-dire, au lieu de partir du casque, tu pars de la personne en face de toi. Tu te demandes de quoi a besoin cette personne, de quoi elle rêve, quels sont ses désirs. Et tu essayes de trouver un désir qui est déjà existant dans cette personne-là que tu vas pouvoir rattacher au casque. Peut-être que la personne en face de toi, elle a envie un jour elle rêve de gagner sa vie un jour sur le web, par exemple. Et tu vas lui dire, mais regarde, ce casque-là, si tu veux gagner ta vie sur le web, tu sais que quand tu t'entends, quand tu as un casque dans les oreilles quand tu parles, et c'est vrai d'ailleurs, ça change complètement la façon dont tu parles. Et il y a beaucoup de gens qui ont vraiment du mal à parler, en vidéo ou en audio ou autre, qui d'un coup, avec un casque dans les oreilles, se trouvent, leur anxiété est complètement calmée, leur truc, leur machin, tu vois. Et d'ailleurs, ce casque, il est vraiment bien pour ça. Enfin, moi, je l'ai utilisé pour des podcasts, d'ailleurs, parce que, le retour audio te permet de t'entendre mieux, ou t'as une sorte d'isolation dans l'oreille, et t'as l'impression vraiment d'être avec quelqu'un qui est en l'occurrence toi, mais d'avoir une discussion, et tu vas faire du contenu très différent. Et si toi, tu veux gagner ta vie sur le web, ça pourrait vraiment t'aider, au moins même de commencer à faire des tests chez toi, c'est-à-dire même sans commencer tout de suite, mais à tester un casque comme ça, à en prendre un, et à t'entraîner peut-être tous les soirs, déjà, à parler avec ton casque dans les oreilles. Est-ce que tu penses pas que c'est plus convaincant que si je vais voir quelqu'un qui a rien à voir avec les casques et avec l'audio et que j'essaye de lui donner tous les avantages? Oui, parce que j'ai pris quelque chose que la personne voulait déjà et j'ai rattaché le produit à ce que la personne a, son désir déjà existant. Alors il est un peu con mon exemple de quelqu'un qui veut gagner sa vie sur le web, mais à qui est-ce qu'on pourrait vendre ça? Je sais pas, même si tu veux vendre ça à ta grand-mère, tu vas le vendre différemment. Peut-être que ta grand-mère, elle a des problèmes d'audition et alors tu te demandes quels sont les désirs de ma grand-mère. Peut-être que, regarde, lié à l'audio ou le casque pourrait intervenir. Tiens, elle regarde la télé le soir, elle a un peu des problèmes d'audition. Et on va lui montrer justement que ce casque-là te permet d'augmenter le volume sans te péter les oreilles. Et puis qu'en plus, tu vois, vu qu'il y a ces over the ear comme ça, tu vois, over the ear, ça entoure l'oreille. Donc du coup, ça protège vraiment du bruit ambiant. Et tu entends le journal de 20h, par exemple, si ta grand-mère regarde le journal de 20h, comme si tu étais vraiment, tu vois, à cette distance du présentateur. Et du coup, tu vas lui dire ça à ta grand-mère. Ta grand-mère se fout que ça soit en cuir là, elle se fout complètement qu'il y ait je sais pas combien de décibels ou de trucs, elle se fout complètement de la qualité du câble. Non, ce qui l'intéresse, c'est autre chose. Donc si tu veux, ça paraît logique dit comme ça, mais l'idée c'est, tu as ton produit d'un côté, tu as la personne de l'autre côté. La plupart des vendeurs ou la plupart des gens qui vont essayer, des entrepreneurs qui vont essayer de vendre un produit ou des commerçants font l'erreur de partir du produit et de lister tous les avantages du produit et puis de bombarder davantage la personne en face. Alors que la personne en face se fout complètement de la plupart des avantages. Comme ta grand-mère se fout du nombre de décibels, elle va même pas comprendre à quoi ça correspond. Elle se fout complètement du fait que ça soit transportable si elle reste toute la journée à la maison. Donc on va même pas sortir ces arguments-là. Au contraire, on va partir de ta grand-mère ou on va partir de la personne en se demandant quels sont les désirs, quelles sont les choses qui font rêver cette personne-là, quelles sont les choses que cette personne-là a vraiment envie d'avoir dans sa vie, et on va connecter notre produit à ces choses-là. Et ça, c'est le channeling.
Donc l'idée, c'est de partir de l'inverse, de là où on est parti peut-être depuis le début, tu vois, de faire complètement l'inverse, donc de toujours partir de la personne en face de nous. L'idée, c'est de ne surtout pas devoir éduquer le client en face de nous. Éduquer la personne en face de nous, c'est la pire des choses qu'on puisse faire. Éduquer, ça veut dire quoi? Quand tu dois éduquer quelqu'un, d'ailleurs c'est un terme qui fait vraiment un peu hautain et tout, ça veut dire que toi tu sais mieux, enfin bref, peu importe. Moi je suis contre ça, pourquoi? Parce que ça demande 3 fois plus de boulot. Et tu peux te rendre compte, tous les gens qui ont besoin d'éduquer leur clientèle sont des gens qui ont vraiment du mal à vendre. Éduquer quelqu'un, ça veut dire lui prouver qu'il a un problème alors qu'il ne sait pas encore qu'il a ce problème-là. Par exemple, il y a les produits qui sont les plus durs à vendre, c'est peut-être les trucs de prévention. Par exemple, tu vends des trucs de prévention incendie à des gens qui n'ont jamais eu d'incendie. Ils ont jamais exprimé le désir. Quelqu'un qui a déjà eu un incendie, t'as pas besoin de l'éduquer, tu vois. Il a pas envie d'en avoir un deuxième. Et le fait de toujours partir de choses qui sont enfin, ça c'est juste une petite parenthèse, mais de toujours partir de choses desquelles les gens sont déjà convaincus qu'ils ont un désir. Il faut pas que tu crées le désir chez les gens, il faut que le désir soit déjà existant dans la personne, tu vois. Comme ta grand-mère, elle a déjà un désir de bien entendre le journal de 20 heures, comme la personne qui veut gagner sa vie sur le web, elle a déjà un désir de pouvoir avoir une méthodologie ou un outil ou quelque chose qui lui permette de s'exprimer, de parler en face d'une caméra ou en face d'un micro. Alors attends, parce qu'il y a des bestioles ici, ouais c'est bon. Voilà, donc on ne crée jamais de désir à partir de rien, c'est la première règle, et on ne crée jamais de désir à partir de rien, c'est-à-dire qu'on va pas essayer de prouver à la personne ou de lutter avec elle pour lui montrer qu'elle a un désir qu'elle n'a jamais exprimé, c'est la première chose, et on va jamais partir du produit. On va partir de la personne en face. Ça veut dire qu'il y a des bénéfices du produit et des avantages du produit qu'on va totalement ignorer volontairement parce que ce ne sont pas des arguments qui vont parler à cette personne-là. De la même façon que, je sais pas, moi là j'ai du matériel de studio qui est utilisé aussi en radio. Moi il y a plein d'arguments qui vont pas me toucher parce que j'utilise pas dans un cadre de radio mais dans un cadre de podcast. Il est un peu con mon exemple. Mais par exemple sur mon ordinateur il y a plein de choses que j'utilise pas. Par exemple moi je joue pas du tout aux jeux vidéo. Je sais pas pour toi. Et c'est vrai que si on me vendait un ordinateur en me disant regarde c'est génial, on a tel truc dedans qui te permet que quand tu joues à des jeux vidéo, ça soit mieux, soit plus confortable, plus rapide, etc. Moi, je m'en fous. Donc, si tu veux, ça sert à rien de sortir toute la liste et de bombarder la personne davantage. Par contre, moi, si tu me dis un seul argument qui est le suivant, quand tu fais du montage vidéo, ça réduit le temps d'export par la moitié, bah là, moi, j'achète. Tu vois, donc tu pars de par exemple, si tu voulais me vendre un ordinateur à moi, tu regardes à peu près ce que je fais dans mon travail, dans mon métier, et tu vas, évidemment, on va pas le faire pour vendre un ordinateur parce que c'est grand public, le mec, il peut pas, mais quand tu vends ton produit à toi, bref, si tu voulais me vendre un ordinateur, tu regarderais, moi, dans ma journée, à quoi ressemble ma journée? Et qu'est-ce qui me frustre, qu'est-ce qui m'emmerde dans mes journées, finalement? Le fait de passer trop de temps devant cette merde-là, quand j'exporte mes trucs et tout, ça m'énerve, par exemple. Et si je trouvais une solution à ça, ça serait miraculeux, ça serait génial. Maintenant, j'ai le Mac le plus puissant qui existe, tu vois, donc je vois pas trop d'autres solutions, surtout que je suis habitué au Mac. Maintenant, si tu arrives à me prouver, par exemple, tu veux me vendre un PC qui est 2 fois plus rapide, simplement c'est PC, tu vas me prouver que, justement, il y a une interface qui est exactement pareille ou qui réduit tous les problèmes que tu as pour passer sur Windows, et en plus, regarde, tu économises la moitié du temps, c'est un truc de fou. Moi, j'achète. Donc, c'est ça le truc. C'est le channeling. On part du désir humain et on le connecte au produit. Alors, moi, ce que je te propose de faire maintenant, c'est de faire cet exercice-là, de faire ce travail sur un produit existant que tu as, ou bien sur un produit que tu voudrais lancer un jour. C'est-à-dire prendre, je sais pas moi, une idée de produit ou prendre un produit que tu as déjà en catalogue, oublier tous les avantages. Alors ça demande toujours plus de travail sur un produit à soi, parce que vu qu'on l'a créé, on est fier, on est content de certains arguments ou de certaines choses où on se dit c'est vraiment super. Le problème c'est que les gens c'est pas connecté à leur vrai désir. Et on va oublier complètement même que c'est nous qui avons fait ce produit. On va complètement, tu vois, oublier tous les arguments qu'on a utilisés avant. Donc tu vas pouvoir prendre un papier et un crayon et tu vas commencer par mettre complètement le produit de côté. C'est-à-dire moi je me fous du produit. Le seul truc qui m'intéresse dans le produit, c'est la thématique. Notamment ce produit-là, c'est l'audio. Voilà, on sait que c'est un produit audio. Bon. Ensuite, ce qu'on va faire, on sait à peu près ce que ça fait, mais on va oublier le produit en termes d'arguments, de qualité du produit. On va oublier toutes les qualités du produit. Et on va se concentrer sur notre audience, sur notre client type. Et on va se demander, on va lister tous ses désirs, en partant par les plus grands désirs, même des trucs qui ne nous paraissent pas du tout connectés au casque. On liste tous les plus grands désirs, les trucs, mais tu vois, alors il y a les désirs et il y a les frustrations aussi. Les frustrations, c'est quand on veut quelque chose et qu'on n'arrive pas à l'avoir, mais qu'on a vraiment lutté pour l'avoir et qu'on y croyait, qu'on espère et tout, mais ça marche pas. Quelles sont ces frustrations? Quels sont ces grands désirs? Vraiment les trucs pour lesquels il est prêt. Alors comment est-ce qu'on identifie un grand désir ou une grosse frustration? C'est simple. Les gens dépensent beaucoup d'argent ou de temps, ou les deux, pour essayer de les résoudre, ou pour essayer de les atteindre. C'est la preuve. Les gens votent avec leur porte-monnaie et votent avec l'utilisation de leur temps. C'est comme ça qu'on sait si quelque chose est important pour les gens ou pas. C'est-à-dire on a un élément donné statistique, on sait
que les gens dans notre cible, on le voit, enfin si on connaît ce genre de personnes, si tu connais pas assez ta cible, je te conseille vraiment de rencontrer des gens qui sont dans ton audience pour savoir qui sont ces gens exactement, et tu vas te rendre compte qu'il y a plein de points communs entre ces gens-là. Et l'un des points communs, c'est qu'ils dépensent beaucoup d'argent et ils passent beaucoup de temps sur quelques petits trucs précis. Et ces trucs, tu vas les lister. Et ensuite, les frustrations. Alors c'est la même chose, les désirs c'est positif, les frustrations c'est négatif, mais c'est les choses qui les obsèdent, sur lesquelles ils passent beaucoup de temps à essayer de résoudre le truc ou essayer de l'obtenir. Ou bien simplement par amusement, mais peut-être que dans l'amusement, il y a aussi un désir caché, peut-être devenir quelqu'un, avoir un statut ou ceci, ou ne pas s'ennuyer, j'en sais rien. Enfin, tu vois, il y a un but à la fin. Et donc lister tous ces désirs-là. Et ensuite, ça c'est la première étape. Donc lister tous les désirs et les frustrations sur lesquels ils dépensent le plus d'argent et sur lesquels ils passent le plus de temps. Enfin, pour essayer de résoudre le truc ou de l'obtenir. Donc tu peux mettre sur pause, le faire tout de suite. Donc une fois que tu as fait ça, il y a une deuxième étape. Et la deuxième étape, ça va être d'essayer de faire en sorte. Donc tu vas chercher tu vas entourer peut-être les désirs et les frustrations les plus importantes et faire une liste de cadeaux au Père Noël. Tu oublies complètement ton produit et tu te dis mais s'il y avait une solution à ça, à quoi ça ressemblerait? Donc t'imagines juste un truc que tu pourras résumer en une phrase, et si ça existait, les gens ils voudraient tout de suite. Si ça existait, ils sauteraient dessus si tu veux. Des choses qui apportent qui réduisent le temps nécessaire ou l'effort financier nécessaire pour obtenir le désir en question ou pour résoudre la frustration en question. Alors peut-être une méthode, tu vois, qui te permette en 10 minutes de finir ça, ou un objet qui en appuyant sur un bouton te permette de ça. Tu vois, des trucs, mais genre des trucs même qui n'existent pas du tout. Donc tu peux le faire, ça paraît un peu débile, mais ça va te permettre même de créer de trouver des super idées de produits derrière. C'est comme ça qu'il faut trouver aussi, c'est une parenthèse, mais quand tu cherches des idées de produits, travaille comme ça. Pourquoi ? Parce que tu pars vraiment des désirs qui font le plus vibrer les gens, et après tu imagines des produits mais complètement imaginaires, des trucs tu sais même pas si tu vas être capable de les créer ou pas. Ça paraît tellement énorme, tellement impossible de créer un truc comme ça. Tu vas te retrouver peut-être à lister des trucs genre la machine à voyager dans le temps ou quoi, enfin tu vois, des trucs qui peuvent pas exister physiquement. Mais toi derrière tu vas pouvoir créer des produits qui sont les choses qui s'en rapprochent le plus, c'est-à-dire les choses qui sont le plus proches possible dans le domaine du possible, tu vois, de ce qu'on est capable de faire, mais du truc complètement magique qui lui permettrait de résoudre son désir. Donc c'est comme ça qu'il faut travailler. Et une fois que tu as fait ça dans un troisième temps, tu vas prendre ton produit et tu vas te demander où est-ce que mon produit pourrait intervenir là-dedans. Comment est-ce que je pourrais tourner mon produit, c'est-à-dire quel aspect du produit, peut-être le fait qu'il y ait une protection là pour les oreilles, peut-être le fait qu'il soit résistant, ça peut être juste ça, si c'est des gens qui... Tu vois, pour qui c'est important de pas perdre d'argent, qui veulent investir dans un truc ou qu'on perd peur de, je sais pas moi, de le casser, tu vois. Bref, moi j'ai pas fait le travail et puis je vends pas des casques, tu vois, ça a rien à voir. Mais l'idée c'est de prendre ton produit et de te demander où est-ce que ça colle là-dedans. Comment est-ce que je pourrais tourner ce produit-là, ou quel angle du produit est-ce que je pourrais mettre en avant de façon principale, c'est-à-dire l'angle numéro 1, l'angle d'attaque numéro 1, pour que ça réponde et pour que ça représente un truc complètement magique finalement, qui leur permette de résoudre instantanément une frustration ou qui leur permette instantanément de concrétiser un désir. Donc ça te paraît peut-être un peu étrange parce que c'est des choses desquelles on parle pas souvent, mais une fois que tu prends l'habitude de faire ça, c'est-à-dire de partir du désir et de dérouler le désir comme ça jusqu'à y connecter ton produit, ça te permet d'avoir un truc qui... Je peux donner un exemple, c'est pas vraiment un exemple lié à ça, mais bref, c'est pour te montrer que souvent, quand on part du produit, on se plante. Il y a des gens qui vendaient c'est un exemple de cette époque-là aussi, qui vendaient des savons. Alors c'était l'époque où il n'y avait pas encore de déodorant, des savons qui neutralisaient les odeurs de dessous de bras. Et c'était alors tu vois, excuse-moi l'exemple, mais c'était les premiers. Je crois que c'était Eugène Schwartz d'ailleurs qui en parlait. Les premiers savons qui arrivaient à neutraliser les odeurs de dessous de bras. Le problème, c'est que ça puait complètement, ça puait à l'hôpital. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont essayé de vendre ce produit, ça n'a jamais marché, les gens en voulaient pas parce que ça puait. Et donc Eugène Schwartz, je crois que c'était Eugène Schwartz, je suis plus sûr, mais je crois, avait fait un argumentaire en disant regarde, les savons traditionnels viennent pas à bout des odeurs de dessous de bras. Pour en venir à bout vraiment, il faudrait un produit de grade médical, tu vois, genre un truc d'hôpital, un truc professionnel, parce que les trucs grand public ça marche pas, tout le monde le sait. Et ce savon là justement, c'est un truc médical professionnel. Tu vas le voir, la preuve de ça, ou le truc, c'est quand tu vas ouvrir la boîte, le paquet, tu vas te rendre compte que ça sent l'hôpital, ça sent le produit chimique, et ce qui montre bien, tu vois, tu vas bien te rendre compte de la différence complète avec le savon que tu utilises dans la vie de tous les jours, qui sent la rose ou la lavande. On n'est pas du tout dans le même genre de produit. Tout ça pour te montrer que parfois on voit quelque chose comme un désavantage de notre produit alors que ça peut être un avantage. Tout est une question de point de vue, dans la façon dont tu vas raccorder, si tu veux, ton produit au désir des gens derrière, enfin au désir des gens qui sont en face de toi.
Alors ça c'est la première chose, si tu l'as pas encore fait, vraiment fais-le, prends le temps de le faire, pose-toi tranquillement, tu vois, et tu pars des désirs. Ensuite tu vas lister une liste de trucs magiques, ou si ça existait ça serait vraiment des trucs de fou, et ensuite tu vas passer du temps, mais là passe-y du temps, pose-toi tranquille, fais-toi un brainstorming, tu vois, tu te poses de façon détendue, tu te fais, je sais pas moi, tu te mets dans ton canapé, tu te fais couler un bain chaud, ou tu te fais une petite promenade avec ton chien ou n'importe quoi, pour raccorder, pour trouver une façon, et parfois c'est une façon qui va te venir dans la tête peut-être une journée après, un grand déclic que tu vas avoir. Là il faut être créatif du coup, mais ton objectif unique, c'est de raccorder ton produit à l'une de ces choses magiques là que tu auras listées, et donc transformer du coup ton produit qui te semblait, tu vois, tout banal finalement, ou bien ça peut être une formation ou un truc qui te semblait vraiment toi banal, mais qui semblait à tout le monde banal, peut-être d'ailleurs souvent c'est nous à qui ça semble moins banal, mais pour les gens qui te suivaient peut-être ça semblait extrêmement banal, et d'un coup tu le transformes en le produit miracle qui va changer leur vie en apportant une résolution à une solution à leur frustration numéro 1, ou en leur permettant de réaliser leur désir numéro 1. Donc c'est un truc de fou, c'est-à-dire ça te permet de transformer un produit banal ou que tu n'arrives pas à vendre ou que tu es obligé d'argumenter en quelque chose de complètement magique si tu veux. Donc ça c'est la première chose. Donc fais-le vraiment si tu l'as pas encore fait. Puis la deuxième chose c'est la liste. Alors l'idée c'est que ton produit il permet de faire et d'avoir plein de choses que tu sais même pas. On l'a approché un petit peu tout à l'heure quand on a parlé de ça, c'est-à-dire que l'idée c'est vraiment ça, c'est d'ignorer plein de choses que fait ton produit pour se concentrer sur les seules choses que fait le produit qui répondent aux désirs des gens en face de toi. Et parfois, c'est des choses desquelles on n'est même pas... C'est le problème quand on fabrique un produit par soi-même, c'est qu'il y a plein de choses desquelles on est vraiment fier dans ce produit. Ça, c'est un peu notre bébé. Le problème, c'est que souvent, c'est des choses qui vont pas convaincre les gens. Parce que nous, on n'est pas dans la cible. C'est-à-dire que toi, tu as forcément une connaissance où tu as passé beaucoup plus de temps dans ta thématique que les gens qui te suivent aujourd'hui, sinon tu pourrais rien leur apprendre. Et du coup, tu n'as pas les mêmes désirs qu'eux. Et souvent, il y a des choses qui, pour nous, paraissent énormes, gigantesques, mais qui, pour les gens en face de toi, vont pas représenter quelque chose qui va les faire rêver. Mais il y a autre chose que tu n'auras même pas vu, qui t'est complètement passé sous les yeux et qui finalement était complètement magique pour eux et qui était un énorme truc, mais tu t'en as pas parlé. Et ça, on le voit vraiment quand on prend du recul, souvent quand on regarde, et moi quand je parle par exemple avec des amis ou des gens qui ont créé des produits, qu'on me demande ce que j'en pense, souvent tu trouves des avantages dans ce produit auquel le créateur du produit même, si tu veux, n'avait jamais pensé, n'avait même pas pensé, ça lui était passé à côté. Et l'idée, ça va être de trouver des choses comme ça. Donc dans la deuxième partie, dans ce qu'on va faire maintenant. L'idée, c'est donc que ton produit il permet de faire des choses, ou bien d'avoir des choses, ou bien de devenir quelque chose ou quelqu'un. C'est toujours les choses, c'est faire, avoir et devenir, mais des choses que tu n'as même pas vues encore, que tu sais pas encore. Et moi, ce que je te propose, c'est un exercice qui va te permettre de dérouler toutes ces choses-là et de découvrir plein de choses que fait ton produit. Alors, encore une fois, l'idée, le gros problème, c'est ça, c'est qu'on part trop souvent du point de vue du vendeur plutôt que du point de vue du client. C'est-à-dire, ou du point de vue du créateur, et on oublie complètement son client. Le premier exercice, la chose la plus importante dans notre métier, et dans le métier de n'importe quel entrepreneur ou de quelqu'un qui propose quelque chose sur le marché, c'est d'arriver à se mettre dans la tête des gens en face de toi. C'est d'arriver à penser comme eux, d'arriver à vivre leur frustration, d'arriver à se faire un film mental dans sa tête où on est vraiment eux. Et là, on arrive à découvrir des choses qu'on n'aurait jamais découvert si on restait dans notre position à nous. Donc l'idée, ça va être de lister tout ce que ton produit est et tout ce que ton produit fait, même si ça peut te paraître bête ou contre-productif. C'est-à-dire, tu prends ton casque ici, tu fais une liste. Ça, c'est un exercice qui est vraiment important parce c'est un exercice qui a été fait notamment par Gary Albert et qui a été fait systématiquement par des très très grands copywriters, donc des gens qui écrivaient pour vendre, et les meilleurs, historiquement les meilleurs, ont tous travaillé comme ça. Et Gary Albert a lancé un petit peu la mode de faire comme ça. L'idée, c'est que tu vas passer du temps. Alors vraiment, fais-le cet exercice-là. Vraiment fais-le, même si ça te paraît débile, au début, tu vois, ça va te débloquer des trucs et ça va te montrer plein de choses que tu savais même pas à propos de ton propre produit. Tu vas faire la liste de tout ce que fait ou de tout ce qu'est ton produit. Donc, tu commences, tu regardes. Bon, là, c'est en cuir. Donc, tu marques cuir. Là, c'est, je sais pas, moi, il y a quoi, là? Il y a, ça fait 15 dB, ou j'en sais rien, j'y connais rien. Tu vois, ça monte jusqu'à je sais plus combien de décibels. Ça se replie comme ça. Et du coup, ça fait telle taille qu'on s'est fermé. Donc, pareil pour ton produit. Tu vas
tout. Alors sur une formation ou sur un produit qui est lié à du contenu, il va y avoir beaucoup de choses. Mais ne t'intéresse pas seulement à ce que tu dis, intéresse-toi aussi à la forme. C'est-à-dire même des choses qui te paraissent négatives. Par exemple, je sais pas, tu as fait un guide pratique mais il fait que 50 pages. Bah tu marques ça fait 50 pages. Parce que ça, tu vas pouvoir le transformer en avantage aussi. Tu vas pouvoir montrer aux gens qu'il y a des méthodes qui sont trop longues, des trucs qui prennent trop de temps. Toi, tu as voulu faire un truc qui est le plus court possible pour qu'on ait un résultat tout de suite plutôt que de passer du temps à apprendre. Nous, on veut faire. Et donc, moi, j'ai décidé de proposer la méthode la plus rapide qui donne les résultats les meilleurs par rapport à l'investissement en temps. Il n'y a aucune méthode autant rapide que ça. Enfin, tu vois, donc tu vas pouvoir transformer même des désavantages. Et plus les désavantages sont gros, plus il va falloir les transformer en avantages. Parce qu'un désavantage, un désavantage majeur de ton produit, tu peux jamais le cacher sous le tapis. Par exemple, si ta vidéo elle est pas super bien produite, si c'est un peu dégueulasse, tu vois, ou si tu peux, enfin, tu vois, ton truc, ça ressemble pas, l'éclairage, il est moche, le truc, il est naze. Et si c'est une formation vidéo, par exemple, et si tu parles pas comme moi je le fais, tu vois, on parle de façon un peu amicale, bah plutôt que de me faire chier à faire un truc professionnel où je vais couper tous les mots qui partent de travers, un truc où je me mets en costard avec un fond blanc, bah j'ai décidé de le faire en mode amical. Et du coup, ça devient un avantage si tu dis c'est en mode amical, tu vois, c'est une discussion comme si t'étais là. Mais du coup, en listant tout ce que fait et tout ce qui est ton produit, même si ça te paraît complètement bête ou contre-productif, tu vas commencer à découvrir des choses que tu n'avais même pas vues encore à propos de ton produit. On se fout complètement, c'est ça qui est très important, si c'est un avantage ou un inconvénient. Pour l'instant, on va pas lui attribuer une case, c'est-à-dire on va pas porter un jugement sur ce truc-là, on va pas dire c'est positif, c'est négatif, on va juste le lister. Et ensuite, une fois que ça va être fait, on va tout transformer en bénéfice, on va tout transformer en avantage. C'est-à-dire tu vas prendre le fait que ça fait 50 pages, quel avantage c'est ? Tu vas prendre le fait que ça se replie comme ça, quel avantage c'est ? Bah peut-être pour voyager, pour ceci, pour cela. On va prendre l'avantage que le truc que c'est en cuir, quel avantage ? Bah peut-être ça s'use moins vite que le plastique. On va lister ça, quel avantage ? Et du coup, ça va te permettre de regarder quels sont les désirs profonds que tu as identifiés tout à l'heure, les désirs vraiment des gens qui sont en face de toi, ou leurs frustrations, ou ce qu'ils ont envie de résoudre. Et tu vas pouvoir grouper ces choses-là, ces bénéfices du produit par désir que tu as identifié tout à l'heure. Donc tu vas avoir une liste A avec tout ce que fait ton produit. Tu vas avoir une liste B, donc qui va être connectée avec des lignes, c'est-à-dire sur une page tu as la liste A et là tu mets un trait, enfin une flèche, et tu vas avoir le bénéfice correspondant. C'est-à-dire tu vas tout transformer, tous les aspects de ton produit, même la couleur, le truc, le machin, ou de ton service, le temps que ça prend, ou je sais pas, même le fait que tu puisses pas prendre beaucoup de monde, ça devient un avantage, ça devient exclusif, ça devient réservé à ceci, à cela, même le fait que ça soit court, même le fait que ça soit tous les avantages, le fait même que tu sois débutant, c'est un attribut de ton produit. Par exemple, quelqu'un qui est débutant et qui veut faire de la formation, bah c'est un attribut du produit et à la base ça paraît négatif parce qu'on a envie d'apprendre d'un pro. Maintenant tu lui dis voilà, regarde, la plupart des gens ils parlent un langage on comprend rien du tout et moi je suis passé par là et je te parle dans la... Bon tu vois, il est con mon exemple, mais c'est pour te montrer qu'il faut absolument, et plus le désavantage est gros, plus il faut le transformer en avantage. C'est-à-dire complètement retourner le truc. Et donc tous les attributs de ton produit, tu vas les regrouper en avantages sur les listes B et ensuite les entourer ou mettre des codes couleurs ou faire une troisième liste en les groupant par grands désirs qu'on a identifiés tout à l'heure, c'est-à-dire les désirs qui font vibrer les gens, les frustrations qu'ils ont envie de résoudre, enfin tous les trucs importants pour les gens qui sont en face de toi. Et donc raccrocher ton produit aux désirs des gens. Alors, moi, ce que je te laisse faire maintenant, c'est cet exercice-là. Donc, faut vraiment le faire, y passer vraiment du temps. Donc, de lister tous les désirs et les rêves que ton produit, finalement, enfin, tu vas te retrouver avec une liste de tout ce que des façons desquelles ton produit permet de réaliser les désirs et les rêves des gens en face de toi. Surtout, en utilisant des aspects de ton produit ou des attributs de ton produit auxquels tu n'aurais jamais pensé ou qui parfois étaient vus par toi comme des désavantages, des trucs que tu avais un peu envie de planquer sous le tapis et qui finalement peuvent être ressortis pour donner envie et pour fasciner autour de ton produit. C'est pour ça qu'il faut jamais commencer par la vision qu'on a soi-même de son produit, parce que on est fier de certains trucs, on a envie de les mettre en valeur, mais est-ce que ça correspond à ce que veulent les gens ? Est-ce que ça correspond au désir des gens ? Est-ce que ça va les aider à résoudre leurs frustrations ? Est-ce que pour eux, ça va représenter une recette, tu vois, un truc vraiment, un produit miracle ou miraculeux ou une sorte de tu vois ? Probablement pas, parce que ça nous parle à nous, parce qu'on l'a fait, et souvent d'ailleurs on est fier des choses sur lesquelles, plus on a mis d'efforts dans quelque chose, plus on en est fier. Ce qui fait que c'est très 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 difficile de différencier les deux.
C'est-à-dire qu'est-ce qui va vraiment parler au client et de quoi moi je suis fier, mais c'est un peu égoïste, c'est juste moi qui ai envie de mettre ça en valeur parce que j'ai beaucoup travaillé dessus. Et parfois tu vas te retrouver à mettre en valeur, et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que tu vas te retrouver à mettre en valeur, et ça va mieux marcher même, des choses que tu vois qui pour toi te paraissaient comme des désavantages, ou des choses desquelles même t'es pas très fier, parce que toi tu l'aurais pu, si tu avais pu le refaire, tu l'aurais peut-être fait autrement, tu vois. Mais pour les gens c'est ça quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire cet exercice. Et puis alors donc je te laisse mettre sur pause, le faire maintenant et fais-le vraiment maintenant. Donc pour le produit que tu as choisi, sur lequel tu as choisi de travailler, qu'il soit existant déjà ou bien que ce soit un produit que tu veuilles faire dans le futur. Et puis ce sur quoi on va travailler maintenant, c'est la grande démonstration. Alors, l'objectif, ça va être de faire rentrer ton concept dans le réel avec une démonstration, avec quelque chose de palpable, de physique, surtout si c'est une idée ou qu'on peut se représenter, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit un truc qu'on puisse toucher ou qu'on peut devoir toucher, soit quelque chose qu'on peut se représenter. Le truc, c'est que moi, je suis convaincu de plus en plus que les preuves, enfin j'ai fait le test, enfin je veux dire, c'est même évident, plus tu essayes de prouver, plus tu montres que tu as quelque chose à prouver. Quelqu'un qui est sûr de lui ou qui a un produit supérieur, naturellement, ne va pas se mettre à prouver, à essayer de te dire mais regarde, tu peux essayer pour être sûr que ça marche, attends, tu vois, t'as une garantie si jamais ça marche pas. Ah non, attention, même si c'est de la merde, t'inquiète, il y a une garantie, tu vois. Quand t'insistes sur une garantie, ça fait cet effet-là, c'est-à-dire une garantie satisfait ou remboursée. Si tu mets tout ton argumentaire, ça veut pas dire qu'il faut pas avoir de garantie satisfait ou remboursée, c'est juste que si tu bases tout ton argumentaire là-dessus, ça montre vraiment que t'es pas sûr de ton produit. Et plus tu as besoin de prouver, plus ça montre, tu vois, quelqu'un qui est vraiment sûr de lui et on sent qu'on peut lui faire confiance, c'est pas quelqu'un qui va essayer de te prouver tout. Plus les gens essayent de prouver, regarde les enfants c'est comme ça, plus ils ont fait une connerie et ils sont en train de te mentir, plus ils vont essayer de te prouver qu'ils l'ont pas fait, ils vont t'amener des preuves que t'as même pas réclamées. Mais si on te ramène plein de preuves en te disant par exemple, je sais pas, il y a quelqu'un qui arrive chez toi un jour, un voisin, et dit ah je voudrais te montrer que je t'ai pas volé, par exemple tu t'es fait voler ta voiture. Et voilà, imagine t'es fait voler ta voiture et un jour t'es tranquille chez toi en train de prendre ton café, le voisin il débarque et il dit ah bonjour voisin, bah je voudrais vous prouver que j'ai pas volé votre voiture. Il t'amène un cartable rempli de preuves avec l'heure où il était là, les factures, tu vois, pour te montrer qu'il a un alibi, ceci. Alors que tu lui as rien demandé finalement. Mais tu vas dire il est suspect, il est louche ce gars, pourquoi il vient me montrer ça, il a un truc à cacher ou quoi? Tu vois ce que je veux dire? Alors que quelqu'un souvent qui est pas, voilà, il va pas, bref. Et nous souvent on se met dans la position du coupable alors qu'on n'est pas forcément coupable. Dans le sens où tu peux avoir un très bon produit, coupable ça veut dire essayer de vendre de la merde alors que tu dis que c'est bien. Et donc essayer de prouver, ça prouve finalement que plus tu ramènes de preuves non sollicitées ou desquelles on n'a pas besoin, plus ça prouve que ton produit il est pourri finalement ou qu'il y a un truc suspect. Et donc plutôt que la preuve, la démonstration elle crée de l'attraction, la preuve elle est plutôt défensive finalement. Et c'est la raison pour laquelle, regarde, alors dans le téléachat, notamment, moi j'ai beaucoup appris du téléachat, ça paraît complètement kitsch comme truc et tout, pas du téléachat français, mais du vrai téléachat, c'est pas le téléachat, les émissions de téléachat, c'est les spots, tu vois, les infomercials, ils appellent ça, qui sont des sortes de c'est des vidéos de vente, et les gens qui faisaient, moi j'ai appris beaucoup pour les vidéos de vente là-dedans, alors évidemment je fais un autre style, tu vois, mais dans les principes, dans la psychologie qu'il y a derrière, parce que les gens qui savent vendre en vidéo, c'est les gens qui ont commencé sur les marchés à l'époque pour faire des démonstrations de produits, tu sais, de cuisine et tout. Bon, c'est pas les meilleurs produits, tu vois. Mais s'il y a des gens qui savent vendre en vidéo, c'est eux. Moi, j'ai mieux appris bien plus appris chez ces gens-là que finalement chez les gens qui te font des trucs sur la vente en vidéo, enfin de l'époque, tu sais, au tout début de la vente en vidéo. Bref, c'est une parenthèse qui a rien à voir. Mais l'objectif, c'est d'avoir une démonstration la plus physique possible, regarde, par exemple, dans les trucs d'infomercial, ils te montrent à un moment, ils ont une scie, voilà, ils veulent vendre une scie. Bon, ils pourraient te montrer la scie, te dire ouais, la scie c'est génial et tout. Ce qu'ils vont essayer de faire, plutôt que de te dire que la scie c'est génial, c'est de faire la démonstration la plus théâtrale et la plus dramatique possible. Donc ils ont été choper un gars, dans l'exemple en question, un mec qui était pompier professionnel, et ils ont été choper une voiture qu'ils ont coupée en deux sur scène avec la scie, et le gars était en uniforme de pompier à couper la voiture en deux. Toi qui as besoin de couper peut-être un petit tube pour ta plomberie, tu vois que le pompier il l'utilise pour couper une voiture, tu te dis bah c'est bon quoi, c'est sérieux le truc, enfin, tu vois, tu peux pas, t'as confiance quoi, tu vois, parce que toi ton usage va jamais dépasser 1% de ce que la scie est capable de faire. Et l'objectif c'est ça, c'est de trouver un moyen de traduire ton concept, donc le concept que tu as trouvé qui va être l'angle de vente numéro 1, c'est-à-dire là où ça va répondre au désir des gens, c'est-à-dire par exemple si toi tu t'es dit regarde là où ça colle le plus sur le désir des gens, c'est le fait que ça masque le bruit ambiant. Bon, ça va être l'argument numéro 1, ou pas l'argument mais le concept numéro 1. Le casque qui détruit le bruit ambiant. Peut-être que c'est la solidité, la résistance, le casque complètement indestructible. Peut-être que c'est, je sais pas, la qualité du son, le meilleur son de 2017 en casque quoi, par exemple, ça peut être le concept. Donc tu vois, une fois que tu as ton concept comme ça,
il faut absolument que tu aies un concept. Donc tout ce qu'on a fait avant, d'ailleurs je t'en ai pas parlé, mais on va le traduire en une phrase ou un concept. Une phrase, t'es pas obligé de sortir texto, mais une phrase qui peut quand même se retrouver dans ton titre si t'en as envie, mais une phrase qui va être ton concept. C'est ça ton concept. Donc encore une fois, ton concept, ça peut être le casque incassable. Il faut absolument que ton produit soit le meilleur dans sa catégorie quand tu fais ça. C'est-à-dire que tu trouves un truc où il n'y a pas d'équivalent. Si ton casque, il a un bon son, mais il y a quelqu'un d'autre qui a un meilleur son, non, tu vas trouver autre. Tu vois, il faut que tu trouves quelque chose sur lequel t'es vraiment unique, le seul. Il y a personne d'autre à être le meilleur là-dessus. Mais ça peut être un détail. Simplement, ce détail, il faut qu'il soit pas un détail pour les gens en face de toi. Mais ça va parfois te demander de revenir sur tout l'effort que tu as fait. Tu t'es dit, ouais, moi je suis fier du son que j'ai mis là-dedans, et en fait, c'est même pas ça que tu veux mettre en avant. Donc ça demande parfois, et c'est pour ça c'est même difficile parfois psychologiquement pour nous. Tu vois, quand tu veux relancer un produit, que ça va pas marcher, il va falloir laisser aller. C'est-à-dire, il y a des choses sur lesquelles tu as bossé, mais oui, tu vas pas les mettre en avant finalement. Donc tu choisis quelque chose que ton produit fait, que tu vas mettre en avant, qui va être le concept de ton produit. Et ce concept-là, tu vas trouver la façon la plus dramatique, la plus spectaculaire, la plus explosive, la plus, tu vois, de montrer que ça marche vraiment. Alors un autre exemple de démonstration, de grande démonstration, c'est les blenders. Alors tu sais, les blenders, c'est les trucs pour faire des smoothies là. Bah je sais plus quelle marque qui faisait ça là. Je sais même pas s'ils font ça encore. Tu sais, ils mettaient des iPhones, des iPads, des trucs là. Ils avaient une chaîne YouTube et ils foutaient ça dans les blenders et ça détruisait le téléphone en miettes. Bon. Ça, c'est une super démo, comme pour la scie, parce que ça te montre que le produit est capable de beaucoup plus, peut-être de 100 fois plus que ce que toi, t'as besoin. Parce que le mec, il est là dans son blender, il a envie de mettre des fraises, tu vois. Et l'autre, il est en train de détruire des iPhones ou des briques ou des trucs. Bon, donc tu te dis, c'est bon, quoi, tu vois, avec mes fraises, ça va passer. Pareil pour la scie. Et l'idée, c'est ça, c'est que tu as besoin d'une démonstration, d'une preuve qui soit beaucoup plus grande que l'usage que veulent faire du produit tes clients. Alors, il faut faire attention que la démonstration soit pas... Enfin, je te dis preuve ou démonstration. C'est pas une preuve, c'est une démonstration. Il faut pas que ce soit une preuve. Une preuve, c'est défensif. Il faut pas que tu leur dises, regarde, ça va marcher, parce que il faut que tu leur montres. Oula, attends. C'est-à-dire... Oh, là, il faudrait que je prenne de l'eau ou un truc. C'est-à-dire plutôt que de leur dire, c'est ça qui est très très important. C'est-à-dire dans les preuves, à chaque fois que tu racontes des preuves, tu deviens suspect. Mais quand tu montres, tu n'es plus suspect. Donc si tu as la possibilité de montrer physiquement, il faut absolument que tu montres quelque chose de physique, mais il faut absolument que ça dépasse au moins de 2 à 3 fois l'usage réel ou le désir de la personne. C'est-à-dire il faut que ça soit un truc, tu vois, le mec il veut pas couper des voitures, tu vois, il veut couper des tubes en plastique, on va lui montrer que ça coupe aussi des voitures. Le mec il a envie de blender des fraises, on lui montre que ça peut blender des iPhones ou des briques. Bon. Et si tu n'as pas la possibilité de le faire en version physique, en version démonstration physique, il faut que tu le fasses sous la forme de... Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Soit une explication logique. Donc tu vas prendre un cas concret où tu vas prendre tu vas faire une explication logique par A plus B, mais d'un résultat qui est 10 fois supérieur à ce que la personne veut, c'est-à-dire d'un cas extrême si tu veux. Tu peux faire aussi une invalidation, c'est-à-dire une démonstration comme quoi la méthode traditionnelle, ça c'est une super façon de faire une démonstration. Tu vas démontrer que la façon traditionnelle de résoudre le problème ne fonctionne pas. Ça c'est le plus simple quand on a des idées à faire passer ou quand on vend des produits qui sont basés sur des idées. Tu montres que ce que tout le monde fait ne fonctionne pas. Tu prouves par A plus B que ça marche pas. Et du coup, ça laisse comme solution la tienne. T'as même pas besoin de le dire. C'est-à-dire que les gens ont été convaincus que la solution traditionnelle marchait pas grâce à toi. Ils vont continuer à te regarder et toi, en l'occurrence, tu proposes quelque chose d'autre. Donc ça va fonctionner. Moi, je le fais très très souvent, ça, comme démonstration. Donc, première démonstration, la démonstration physique spectaculaire, qui montre 10 fois plus que ce que le produit permet d'avoir. Si tu peux le faire, commence par ça. Maintenant, si tu n'as pas la possibilité, parce que ton type de produit ne le permet pas, de faire une démonstration physique, tu peux faire une explication logique. Explication logique, ça peut être un calcul, A plus B. Par exemple, quand je te disais, j'avais fait une formation sur comment gagner sa vie avec 35 clients par mois. Ça paraît impossible. Maintenant, si tu fais le calcul, tu te rends compte que tu as besoin de 35 abonnés à 57 € par mois pour avoir 2000 € de revenus, de chiffre d'affaires par mois. Donc ça permet de démarrer déjà, même si c'est pas un salaire de ouf. Ça te permet déjà de démarrer, d'être indépendant. Et c'est vrai que la démonstration, elle est tellement simple. C'est-à-dire, il s'agit simplement de faire un petit calcul et de montrer ce calcul aux gens. Donc ça, c'est la deuxième façon, l'explication logique. Et la troisième, c'est l'invalidation de la méthode traditionnelle. C'est-à-dire que tu vas aussi, de façon logique, invalider la méthode traditionnelle. Tu peux aussi ajouter des témoignages, des études de cas, mais ce n'est pas une démonstration, ça ne suffit pas. La démonstration, elle doit vraiment être à part. Elle doit vraiment être basée sur l'une de ces choses-là. La démonstration est toujours beaucoup plus forte que la preuve, parce qu'elle n'est pas sur la défensive, et tu vas avoir besoin
de l'un de ces éléments-là. Alors après, tu peux développer tu peux même créer tout ton argumentaire autour d'une grande démonstration. Moi, je le fais souvent. C'est-à-dire l'élément le plus important finalement d'une vidéo de présentation d'un produit, c'est même pas l'argumentaire, c'est la façon dont tu vas démontrer le concept. C'est d'abord premièrement le concept, ce qu'on a fait tout à l'heure, et deuxièmement la façon de donner vie à ce concept. Et il faut voir ta grande démonstration comme le fait d'insuffler la vie dans un personnage que tu as créé ou ou de lancer un truc, de le faire marcher, quoi. De mettre des batteries dans le petit jouet que tu as acheté, dans le lapin en plastique, là, avec des roues ou avec des trucs, c'est ça. Donc, la première étape, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, toute la première étape sur le travail sur le désir. De tout ça va émerger un concept avec les listes qu'on a faites, de tout ce que ton produit fait, coller à ce que les gens veulent, et ensuite on va donner vie à ça dans une démonstration. Mais demande-toi, il y a beaucoup de gens qui pourraient faire des démonstrations physiques spectaculaires et qui n'y ont jamais pensé. Et il faut absolument, si tu fais une démonstration physique, c'est-à-dire de montrer le truc, la démonstration physique, ça peut être aussi de faire une vidéo, par exemple, tu fais du marketing, tu montres aux gens qui peuvent bien gagner leur vie, il y a des gens qui le font, ça paraît un peu kitsch, il s'en prend plein la gueule, mais n'empêche que ça marche très bien. Grâce à ça d'ailleurs, c'est le mec là qui fait les vidéos dans son garage avec ses Lamborghini. Bon, moi je suis pas dans la cible, ça m'intéresse pas, mais tu fais, ça c'est une grande démonstration. Le problème c'est il s'en est pris aussi, ça passe moins bien parce qu'il en parle. C'est-à-dire il passe dans la preuve en essayant de dire, voilà, cela raconté. Maintenant, tu fais ta vidéo devant ton garage à Lamborghini, mais tu parles pas du tout de ça, ça t'intéresse même pas, tu vois. On le voit juste en arrière-plan, tu passes moins pour quelqu'un qui se la pète peut-être, mais ça, on s'en fout, parce que si c'est tes clients si ça convainc tes clients. Et puis ensuite, ça te permet d'avoir une grande démo. Bon. La démonstration, c'est on montre, on n'en parle pas. C'est con, montre mon exemple de Lamborghini, mais évidemment, c'est pas la plus facile des preuves. Mais bon, quelqu'un qui montre aux gens qui peuvent bien gagner leur vie, tu vois, il peut le faire. Moi, je sais, je t'en parlais souvent, que quand je suis dans des hôtels 5 étoiles, comme j'ai vécu là-dedans pendant un bout de temps, tu vends des trucs sur le marketing, tu vends comme des petits pains, c'est un truc de fou. Maintenant, tu fais les mêmes vidéos dans une ferme ou dans une grange ou à la campagne. Moi, le problème, c'est que je préfère vivre à la campagne, tu vois. Et les gens, tu vois, c'est complètement différent. Tu te prends beaucoup de réactions, genre, ouais, regarde, le mec, il est dans la campagne, il veut t'apprendre à gagner ta vie. Bon, tu vois, c'est pas parce que tu gagnes bien ta vie que tu veux toujours vivre. Bref, tu vois, donc c'est pour te montrer l'importance d'une démonstration, l'importance de ce que les gens voient finalement. Et donc, plus tu crées une grande démonstration qui est tu vois, un truc visuel, si c'est possible, si c'est pas du domaine des idées, fais un truc visuel. Mais même dans le domaine des idées, tu peux faire des choses visuelles. Tu peux expliquer un concept avec des petits personnages ou j'en sais rien, ou montrer les conséquences de cette idée sur quelque chose dans la vraie vie, ou faire un petit montage vidéo. Il faut que tu aies une démonstration qui peut être aussi uniquement, moi je fais que des démonstrations aujourd'hui, parce que ça me prend là, tu vois, par paresse un peu, mais parce que je préfère parler comme ça face à ma caméra qu'aller faire des trucs partout, mais la démonstration peut être aussi sur le plan des idées, donc une explication logique qui peut être juste un calcul, ça peut être l'invalidation de la méthode traditionnelle par A plus B, ça peut être aussi autre chose, tu vois, si tu trouves autre chose, mais commence d'abord par te demander, est-ce que je pourrais faire une démonstration visuelle? Par exemple, si ça c'est incassable, est-ce que je pourrais pas le faire passer sous un camion le plus énorme possible? Si ça se permet d'isoler le bruit ambiant, est-ce que je pourrais pas mettre, je sais pas, des enceintes de stade à côté de quelqu'un et lui faire écouter ça et lui demander après s'il a entendu quelque chose et filmer? Tu vois, c'est ça une démonstration. Ça fonctionne bien mieux que de dire ah mais regarde, il y a les chiffres, il y a les machins qui viennent prouver le truc. La démonstration, elle est toujours un peu émotionnelle, c'est-à-dire que c'est toujours des trucs qui vont nous choquer, nous étonner, comme le Blender avec l'iPad. Bref, t'as compris l'idée. On se retrouve dans la deuxième partie tout à l'heure pour continuer. Donc tu peux déjà travailler là-dessus, prends un papier et un crayon, passe vraiment du temps là-dessus parce que ça vaut le coup d'avoir. Enfin, en plus c'est fascinant, c'est super intéressant la démonstration. La démonstration peut remplacer même complètement ton argumentaire quasiment. Faut quand même que les gens comprennent si tu veux qu'est-ce que ton produit fait, quel prix ça a, comment l'obtenir. C'est mieux d'avoir un argumentaire autour, mais parfois une grande démonstration se suffit à elle-même. Et je sais que pour beaucoup de gens que ça saoule de faire des argumentaires, le fait de trouver une énorme démo quand t'as le bon concept avant, c'est-à-dire quand t'as fait tout ce travail-là, de trouver une super démo, c'est super marrant et de la mettre en œuvre, de la mettre en place. Bref, on se retrouve pour la suite tout de suite.